Donc voilà, je vous propose aujourd'hui, enfin, c'est pas moi qui vais proposer, mais euh, c'est un investisseur un peu spécial qui va nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il arrive à apporter du service à des startups sans leur faire dégainer beaucoup d'argent dans un premier temps, en tout cas, et voilà, et avec toute une palette de services potentiels, surtout techniques. Je te laisse te présenter. D'accord. Merci Serge là, pour l'opportunité de présentation du fonds. Alors, c'est pas moi qui suis spécial, c'est le fonds, hein, mais, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, donc, Google Meet, j'ai pas trop l'habitude, j'ai plutôt d'autres solutions. Alors, fenêtre, il faut partager la fenêtre ou un écran, peu importe. Vaut mieux que tu fasses attends, que tu Fenêtre, fasses c'est bon. fenêtre, c'est mieux, ouais. Fenêtre, c'est mieux. Du coup, est-ce que vous voyez mon écran là? Pas encore. Encore? Ça y est. Ouais, super. Alors, j'ai juste trois slides, c'est pas très long, mais ça permettra d'étayer ce que je dis. Alors, je passe un diaporama. Alors, donc, l'idée, effectivement, c'est de vous présenter Ingens Venture, donc, en fait, qui est un fonds d'investissement où on vient amener des ressources aux startups. Alors, c'est des ressources, c'est des heures et pas des euros. Voilà. Et en fait, bon, le choix qu'on a fait, c'est effectivement de soutenir plutôt des startups dites à impact. Alors bon, si le mot est un peu galvaudé, enfin, mais bon, voilà. Donc, on a une grille de sélection qui nous permet de savoir oui ou non. Et en fait, notre motto, c'est où l'expertise est capitale, avec ou sans eux, et vous verrez pourquoi ce avec ou sans eux. Alors, c'est pas comme ça. Alors, comment est-ce qu'on change de slide comme ça? Ok. Donc, juste, je vais me présenter rapidement. Donc, Rémi Bourges. Donc, je suis basé dans le sud-est de la France, dans la métropole d'Aix-Marseille précisément. Donc, j'ai travaillé pendant 30 ans, plus de 30 ans en tant que salarié dans l'industrie. J'ai fait pas mal de jobs. Pendant 10 ans, j'ai fait conception, construction d'usines en France et à l'étranger, pour l'aéro, l'auto et le nucléaire et la plasturgie. Après, pendant 10 ans, j'ai géré des centres d'ingénierie en région parisienne puis dans le sud. Ensuite, pour un ingénieur, je suis passé du côté sombre de la force. Je suis devenu commercial à part entière. Voilà, donc ça a duré 10 ans aussi sur des sujets un peu assez importants, sur du long terme. C'était essentiellement pour l'aéronautique qui m'a amené à bouger pas mal partout en Europe. Et ensuite, le Covid, donc plan social dans mon entreprise, donc j'étais éligible, je suis parti. Donc j'ai monté une boîte de conseil, bon ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, sur le sujet industrialisation et transition énergétique et écologique. Donc les sujets nouveaux matériaux, tout ça, ça me parle. Et en parallèle, donc lancer ce fonds d'investissement effectivement un peu spécial, mi-2023. Donc il y a des personnes qui m'accompagnent en fait sur ce sujet-là, donc notamment Laetitia sur tout ce qui est prospection commerciale administratif. On va parler de services quand on parle de capital, donc forcément il y a un côté juridique et légal. Donc il y a un avocat qui est à bord, qui s'appelle Dominique Durand, qui est basé à Avignon. On va parler aussi de valorisation d'entreprise pour justement caler cet échange. Donc là, c'est un cabinet qui s'appelle Access, qui est basé sur Aix-en-Provence. Et ensuite, concernant les candidatures des startups, on a souhaité mettre en place en fait un comité de présélection. On verra pourquoi le mot présélection après, de startups qui est composé de 3 membres, donc Externe Ingens, hein, donc Laurence, Catherine et Jean-François. Donc 2 sont basés en région parisienne et une est basée en région Rhône-Alpes. Et voilà, et toutes 3 ont une expérience assez importante de l'innovation, des startups, du financement, etc., etc. Alors, en fait, le postulat, ça a été de dire, voilà, on voulait aider à mettre sur le marché des concepts de produits-services innovants pour un futur durable. Bon, voilà. Ça, c'était le pitch. L'idée étant, pour faire ça, c'était effectivement d'augmenter le taux de succès des startups qui y travaillent en France. Alors, ça, le taux de succès des startups, bon, ça dépend qui le regarde, comment on le regarde, qui affiche les chiffres, mais bon, on en a plus qui échouent que qui réussissent. Bon, c'est comme ça. Tout le monde essaie de travailler pour qu'il y ait plus qui réussissent, mais bon, les chiffres sont têtus, sachant que bon, il y a à peu près entre 5 000 et 10 000 créations de startups en France. Alors, qu'est-ce qu'une startup? Bon, vous retrouvez-vous aussi dans ce mot-là, ou est-ce que vous utilisez un autre mot, mais bon, globalement, on est sur ce volume-là. En sachant que bon, pour créer de la valeur, pour réussir, bon, il y a 3 grandes thématiques. Vos ressources, hein, alors qu'elles soient matérielles, financières ou immatérielles, vos stratégies, vos décisions et puis le travail effectué quand même. Et un troisième qui est le contexte macroéconomique. Alors sur le 3, on ne pouvait pas faire grand-chose. Hein, voilà. Le 2, la stratégie, de décision et le travail, bon, c'est vous, hein, quelque part, fondatrice là-dessus. Et on a souhaité effectivement nous agir plutôt sur le 1,
Et sur le 1, mais pas sur les ressources matérielles ou financières, où il y a déjà beaucoup de fonds d'investissement qui agissent là-dessus, et c'est très bien. Nous, on voulait effectivement se pencher sur ce qu'on appelle les ressources immatérielles, notamment votre capital compétence, capital connaissance, capital expertise, enfin bon, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est celui-là, en fait, qui va vraiment donner toute la valeur ajoutée et toute la différenciation aux produits, aux services que vous allez mettre sur le marché. Bon, clairement, c'est capital. Bon. Parce que l'argent tout seul ne fait pas grand-chose. Hein, il ne code pas, il ne conçoit pas, il ne teste pas, il ne prototype pas. Enfin, voilà. Donc là, vous avez un petit pareto d'une étude, on en a plusieurs, de pourquoi les startups ne fonctionnent pas. J'ai surligné en rouge effectivement celles qui sont intimement liées en fait, à ce fameux capital compétence. Donc on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on avait un peu des grands principes aussi de ce qu'on voulait faire. On voulait effectivement amener des expertises éprouvées qui produisent vraiment un bel effet de levier dans la startup. Alors, bien évidemment, expertise qui n'était pas déjà à bord. Hein. Voilà. Donc, ça pourrait faire doublon. On voulait effectivement que cet apport d'expertise permette aussi de vivre l'aventure entrepreneuriale à risque, hein, de l'intérieur. On voulait avoir ce qu'on appelle des faisous versus des disous. On ne voulait pas non plus impacter votre faible capital financier, qui est souvent pas faible, mais bon, en règle générale, quand même, il n'est pas très élevé, ou alors il vaut mieux le diriger pour acheter effectivement des biens matériels. Et on voulait effectivement un accès simple, des processus lean, et on voulait effectivement industrialiser notre solution en toute confiance, en toute sécurité. Bon, c'est ça les grands principes. Du coup, en fait, on voulait relier un peu cet espace des concepts qui est le vôtre. Enfin, voilà, vous avez un concept, bon, souvent vous variez aussi de concept, vous l'affinez, enfin, voilà, versus un espace de connaissances, voilà, parce que bon, les experts, il y en a quand même pas mal, pas mal. Bon, c'est pas facile d'en trouver, mais il y en a quand même pas mal. Donc voilà, donc on voulait relier un petit peu le monde des fondateurs, fondatrices de startups qui développent un produit ou un service et le monde des experts investisseurs. Vous voyez, la fin d'investisseur, c'est H-E-U-R-E et pas E-U-R, hein, comme vous avez l'habitude de le voir, mais voilà, c'est fait sciemment et c'est un nom déposé. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fonctionne? Alors, c'est assez simple, en fait. On vient échanger du service, donc des heures, hein, contre de parts de capital. Voilà. Donc, c'est assez simple. Qui dit part de capital, ça veut dire que vous devez avoir fondé une SAS ou une SASU. Sinon, bon, il est possible aussi de la transformer. Enfin, voilà. Bon. Sinon, effectivement, il faut une SAS ou une SASU. Sachant qu'on a en fait deux encadrants, entre guillemets, mais bon, il y a des deals qui peuvent se faire de manière un peu différente. Alors, je ne sais pas comment passer d'un slide à l'autre, c'est assez bizarre. Il faut cliquer. En fait, on fonctionne par base de 151 heures. Alors, pourquoi 151 heures? Bon, pour répondre à la question à la fin, bon, on est arrivé par plusieurs truchements. En gros, ça fait un mois de travail. Hein. Bon, qui est réparti sur une durée donnée quand même, hein, qu'il faudra que vous fixiez avec l'expert investisseur. Et les parts de capital, on est entre 1 et 5 %. Alors, pourquoi 1 ou pourquoi 5? Ça dépend de la valorisation des heures, ça dépend de votre valorisation à la date de l'entrée de l'expert. Voilà. Alors, juste deux principes là. Bon, effectivement, c'est un investissement risqué, mais nos experts investisseurs le connaissent. Ensuite, le mot scientifique, il faut le prendre de manière très large. Hein. En gros, tout ce qui est enseigné en post-bac, hormis la littérature, sont des sciences. Sciences sociales, économiques, humaines, de la vie, de l'ingénieur. Enfin voilà. On prend le mot science au sens très large, parce que l'idée, effectivement, c'est d'aider un maximum de startups. Et le champ du possible est énorme. Il y a des startups qui sont dans l'éducation, dans le légal, dans la mécanique, dans le numérique, dans la chimie, dans l'électronique, dans les matériaux. Enfin, c'est très large, donc on a pris le mot science de manière un peu large. Et on fonctionne comme un fonds, c'est-à-dire on constitue d'abord une banque d'heures. Donc pour cette deuxième saison, en fait, on a constitué une banque d'heures qui est donc de 17 500 heures. Bon, par base de 151 heures, vous l'avez vu, ça rassemble 115 investisseurs. Donc 3363 années d'expérience exactement, on couvre 10 régions et il y a plus de 30 secteurs économiques à bord. Voilà. Alors, l'idée, c'est aussi d'avoir des processus qui nous permettent effectivement d'industrialiser, d'aller vite et ceci en toute sécurité. Donc, venant du monde de l'ingénierie, voilà, les processus on connaît, alors ça a un côté des fois un peu pénible, mais au moins c'est reproductif, ça va vite et on ne fait pas d'erreur. Donc, il y en a 6 que vous avez sous les yeux. Il y en a 2 qui ont été développés, sont supportés par nos partenaires, donc l'avocat et le cabinet de valorisation. Et comment candidater? Donc, dans le processus de qualification, bon, c'est assez simple. Hein. Vous allez sur notre site Ingens, vous avez une page dédiée en fait aux candidatures qui s'appelle Soumettre mon projet. Vous avez un petit lien à la fin.
On organise des visioconférences de manière régulière pour expliquer un peu plus en détail qu'aujourd'hui comment ça fonctionne. Voilà, en toute transparence pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Les quelques critères, alors c'est basé immatriculé en France. Bon, pourquoi? Ben parce que pour l'instant, on s'est bolidé sur le droit français. Déjà, le champ d'action est important. Donc, SAS-SASU, j'en ai parlé tout à l'heure, pour pouvoir échanger les parts de capital. Alors, le capital social maximum de 100 000 euros, pourquoi? C'est parce qu'à un moment, l'expert investisseur va racheter vos actions. Donc, il ne faut pas que ça soit non plus des sommes trop conséquentes. On arrive, une fois que vous avez créé votre entreprise, et pas trop tard non plus. Bon, c'est quand même qui n'est pas trop tard, je ne sais pas. Vous n'avez pas ou peu levé de fonds, j'entends des fonds dilutifs, mais bon, a priori, côté cafard, c'est plutôt une technique que vous employez. Bon, ça n'empêche pas d'avoir à lever des fonds, des prêts d'honneur, des subventions, des choses comme ça, hein, la love money, qui n'est pas dilutive. Tout secteur économique, encore une fois, c'est très très large, c'est ce qu'on voulait en fait, de pouvoir adresser plein de startups différentes. Qu'on ait les expertises demandées à bord. Alors, si vous avez un super projet à impact, etc., et qu'on n'a pas l'expertise à bord, ben, on ne pourra pas vous accompagner, désolé. Et que vous soyez aussi dans un bon état d'esprit pour vivre pendant un temps donné. Alors, le temps donné, c'est à peu près 2 ans, hein, 2 ans et demi, avec un ou une autre ou d'autres associés. Voilà, on vous autorise, entre guillemets, à demander jusqu'à 2 expertises, pas plus, parce que ça peut faire jusqu'à 10% du capital échangé, ce qui peut faire déjà beaucoup. Et en fait, comment est-ce qu'on fonctionne? Comment est-ce qu'on se rémunère? Donc, vous payez des fees de service, alors, uniquement, bien sûr, si vous collaborez, si vous associez avec un expert investisseur. Alors, le fameux SAFIT, c'est pour ça qu'au début, j'ai parlé uniquement de présélection. Voilà. On vous met en relation, on vous accompagne jusqu'au bout, mais bon, il faut que ça le fasse avec un des experts investisseurs ou une des experts investisseurs ou plusieurs. Et ça, on ne maîtrise pas, nous. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est payé uniquement si vous collaborez. Voilà, donc il y a une page, il y a un site internet qui s'appelle Engines.venture, donc ouais, il y a pas mal de pages publiques, il y a une foire aux questions, et après, une fois que les experts investisseurs sont montés à bord ou une startup, il y a des pages privées avec l'onglet se connecter, mais qui ne sont accessibles que par identifiant et mot de passe. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop, trop bavard, donné trop d'informations, j'ai été d'être synthétique. Non, ouais, écoute, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Sinon, moi, j'en ai plein, hein, ne vous inquiétez pas. S'il n'y en a pas tout de suite. Ouais, vas-y, Yoann. Ouais, moi je voulais savoir en fait comment, parce que si je prends le cas de figure de ma startup par exemple, Oui. aujourd'hui je ne sais pas bien la valoriser en fait. Est-ce que vous aidez en fait à cette valorisation? Parce qu'à un moment il va falloir quand même Oui. valoriser la participation. Oui, en fait, alors, d'un côté, on va valoriser les heures, parce qu'en fonction de l'expertise, de l'effet Ouais. de levier amené, bon, on va dire, allez, 150 heures, on peut être entre 15 000 euros et 40 000 euros, certains cas, mais c'est un peu pointu, voilà. Et après, l'entreprise, effectivement, on va vous demander bon, votre dette que vous avez levée, vos fonds propres, etc., à date, en gros, votre plan de marche et votre futur, bon, un peu des questions un peu classiques. Donc, notre partenaire, là, Access, nous a fait un outil. Donc voilà, on va essayer de bâtir une valorisation, on va la comparer avec des comparables, si tant est qu'il en existe, et on va vous proposer ça, voilà, en essayant de faire des valorisations les plus pragmatiques possibles, et pour l'expert et pour vous. Si chacun est OK sur sa valorisation, après on fait une réunion tripartite où on vient partager les valeurs des deux, et du coup on dit, ben voilà, nous par rapport à ces deux valeurs-là, par exemple, 30 000 euros d'un côté, 900 000 de l'autre, on imagine que vous allez partager 3%. Après, si en discutant, c'est pas 3%, mais c'est pas 151 heures, mais c'est 200 heures pour 4, et que tout le monde est d'accord, bon, ben nous, ça nous va bien aussi, quoi. Mais voilà, quelque part, on vous accompagne vraiment sur le sujet valorisation en essayant de faire des choses pragmatiques, terrain, et en primant le bon sens paysan, on va dire. Voilà. Ok, juste pour creuser un peu plus la méthode de valorisation, vous utilisez quelle méthode exactement? C'est la méthode des VC, c'est la méthode des comparables, c'est quelle méthode? Alors, la méthode est comparable, la DCF, les DC, on a fait un peu un mélange de tout, et après, voilà, après on Et applique tu le bon fais, et sens. tu fais, et tu fais une moyenne à la fin, c'est ça? On a moyen à faire. On écoute aussi parce que des fois, les fondateurs fondatrices ont une idée de leur valeur à date par rapport à ce qu'ils ont fait, des brevets déposés ou autres. Ils ont eu des premiers contacts parfois avec des business angels qui ont une vague idée de la valo. Voilà. Donc, on essaye d'avoir quelque chose de pragmatique et de le partager avec chacune des parties avant. Voilà.
Voilà. Ok. Voilà. Et la valorisation des heures des experts, tu dis elle est pas fixe. Non, parce que ça dépend de l'expertise, en fait, finalement. Le nombre d'heures, on le connaît. Après, l'expertise en elle-même, bon, il y a des barèmes, il y a des taux horaires qu'on peut retrouver d'expertise, comme si on va chez un consultant externe. Voilà, ça dépend de l'expertise, ça dépend de l'effet de levier qui est amené aussi. Voilà. Donc, on essaye on arrive à moduler ça, et puis il faut que l'expert aussi s'y retrouve quelque part par rapport à une prestation qu'il pourrait vendre. Il prend un risque sur le fait que finalement, au final, le service qu'il va amener ne vaudra plus rien. Bon, je souhaite ça à personne, mais bon, ça fait partie du risque. Et il faut qu'il soit aussi en phase sur qu'est-ce que vaut son expertise. Voilà. Donc, elle n'est pas Ok. fixe non plus. Henri, est-ce que tu as t'as une question? Je crois que tu as levé la main. Oui, enchanté, merci pour la présentation. Moi, ma question, c'était sur il y avait un slide sur les causes de l'échec de start-up. Moi, je travaille sur l'étude de marché pour éviter la première cause d'échec. Est-ce que vous avez des experts en étude de marché? Et si oui, sur quel marché? Français, européen, asiatique, américain? Alors, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'effectivement, parce qu'il y a déjà pas mal, en fait, un écosystème autour des startups. Bon, il y en a quand même pas mal de structures qui existent. Bon, elles prennent des forces diverses variées, couveuses, incubateurs, accélérateurs, enfin, il y en a beaucoup. Et souvent, côté études de marché, elles peuvent vous amener quelque chose. Voilà. Pitcher, business model, business plan, bon, etc., etc., etc. Nous, on a vraiment voulu se concentrer sur le développement du produit et du service. Et vous apporter vraiment de la valeur là-dessus, d'isoler nos experts investisseurs dans ce qu'on appelle un comité scientifique. Si vous n'en avez pas, il faudra en créer un, pour qu'effectivement, voilà. Alors après, nos experts investisseurs, par rapport à leur vécu, bien évidemment, ils peuvent vous amener ça aussi. Voilà, on a des personnes qui ont des compétences plutôt marketing, commerce, qui peuvent vous amener une aide sur des marchés, qui sont peut-être français, mais différents de ceux que vous connaissez, etc. Mais ce n'est pas forcément la vocation de nos experts investisseurs, en fait. Voilà. Merci. Il y a Émilie qui a posé une question sur le chat. Je suppose qu'elle ne peut pas parler. Donc, j'ai peut-être raté l'info, mais il y a une liste avec des experts. Mais oui, c'est une question. Mais y a-t-il une liste avec des expertises des investisseurs sur le site? Alors, il n'y a pas de liste. Je peux vous donner les grandes thématiques. Vous pouvez retrouver sur le site et ou sur le LinkedIn Gen Solutions quelques témoignages de quelques experts qui ont voulu effectivement donner un petit peu leur vision des choses, leur astuce, tout ça. Vous pouvez découvrir leur profil, en fait. Hein, voilà. Et pour vous donner en gros une cartographie des heures, donc 10 régions, qui est un peu partout en France. Au niveau des expertises, en gros, il y a deux grands types. 70%, c'est plutôt des expertises entre guillemets techniques, technologiques. J'aime pas ce mot-là parce que ça peut réduire le champ, mais ça peut être sur l'ingénierie de formation, ça peut être sur du légal, ça peut être sur des produits financiers, enfin, ça peut être sur du numérique, de la mécanique, de l'électronique, de la chimie, de la cosmétique, de l'agroalimentaire, de l'agriculture, de l'énergie. Enfin voilà, donc plutôt aider sur la partie développement technique, technologique du produit, quel qu'il soit. Donc ça, c'est à peu près 70% des heures. Et 30% des heures, c'est plutôt des personnes qui ont des compétences marketing commerce. Donc, comment vendre, quel prix, le go-to-market, aller voir des clients, justement pénétrer des marchés qu'on ne connaît pas bien, enfin voilà, des choses comme ça. Voilà. Et après, les secteurs économiques à bord, voilà, c'est très large, donc je ne veux pas les citer parce que je vais en oublier. Mais bon, de ce que vous m'avez dit, pharma, biotech, oui. Or, physique, quantique, lumière, bon là, c'est un peu spécifique, mais je pense qu'on va en avoir qui sont un peu dans cet environnement-là. Nouveaux matériaux, biomasse, agria, oui. Salon de coiffure, je ne sais pas. Je ne sais pas. Digitrage innovant, ça, bon, on va dire côté énergétique, oui. Et le dernier sujet, c'est du frittage de poudre. Donc, on est plutôt sur on va dire des matériaux aussi ou des procédés à destination de différents secteurs. Donc, ça aussi, on a pas managé Nbus, prod, choses comme ça, quoi. Voilà. Je ne sais pas si Émilie, ça répond à votre question. Ouais, elle a dit oui.
Ça dépend de la question. Ah, elle a validé plutôt, elle n'a pas dit oui, elle a validé qu'un pouce. Il y a un pouce passé. Par contre, pour aller un peu plus loin du coup sur les experts, est-ce que, enfin, quel est leur niveau de seniorité? Alors, on a appliqué alors une règle, ou un principe, ou je ne sais pas comment dire, hein, qui est la règle des 10 000 heures. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est parti d'Europe du Nord, ça a été relié en Amérique, qui dit que pour être expert sur un sujet, il faut y avoir travaillé 10 000 heures. Bon, contexte. Donc, du coup, en fait, on a pris en fait des personnes qui ont 20 ans d'expérience, au moins. Alors, il y en a qui ont 18 ou 19. Bon, voilà. On est en France, donc forcément, il faut faire un peu d'exception, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc c'est ce niveau-là d'expertise. Donc en moyenne, on doit être à 28 ans ou 29 ans d'expérience, quoi, en gros. Okay. Donc certains ont entrepris, certains sont salariés. Alors la plupart sont consultants indépendants, certains ont entrepris ou pas. Il y en a qui ont vendu leur boîte, donc ils ont un peu d'aisance. Il y a des jeunes retraités. Voilà, on a un peu de tout là-dessus, quoi. Johan, je crois que tu as levé la main. Oui, je voulais savoir en fait comment était gérée la propriété intellectuelle, si effectivement on prend un expert qui contribue en fait à une invention, est-ce que c'est… Alors, les experts et les startups signent une charte. Alors, c'est quasiment la même à 98%. Il y a quelques mots qui différencient, bien sûr. Et en fait, l'idée, c'est que l'expert est OK pour vous laisser toute la propriété intellectuelle de ce qu'il développe. Sauf cas particulier que vous voudriez négocier, mais globalement, voilà. Après, si vous amène un brevet, si vous amène… Ça se négocie, mais globalement, la propriété intellectuelle, c'est vous qui l'avez. Voilà. Et justement, si c'est un brevet, il est inventeur. Donc, c'est pour ça que je dis, à part quelques cas particuliers, voilà. Ce qu'il justement, développe, c'est pour vous. Voilà. Traitons des cas particuliers, parce que celui-là nous intéresse particulièrement, puisqu'on a pas mal quand même de deep tech là. Donc, on a notre expert qui invente, co-invente quelque chose et un dépôt de brevet, donc il est forcément auteur, sinon le brevet tombe. Ouais. Du coup, il y a une rémunération qui est prévue dans ce cas-là, ou comment ça marche? On n'a pas traité ces cas particuliers, en fait. Mais après, là, on revient sur des usages un peu classiques de j'utilise mon brevet, je cède les droits d'utilisation, pas de droits d'utilisation. C'est un petit peu ce que font les SATT, je ne sais pas si vous connaissez, là. Où en fait, Ça, toi. Voilà, les chercheurs ont un brevet, donc le brevet est mis à disposition, entre guillemets, pour un usage, mais bon, voilà, l'inventeur restera l'inventeur, quoi. Donc ça, c'est des cas particuliers Mais en règle générale, pour répondre à la question, la propriété intellectuelle de ce que développe l'expert pour vous, avec vous, c'est pour vous. Voilà. D'accord. Je vois Émilie est intervenue en disant il peut être inventeur et le brevet appartenir à la boîte sans que l'inventeur soit rémunéré. CF mon brevet déposé avec Roche. Ouais. Mais je posais quand même la question parce que c'est des choses qu'il faut clarifier au départ. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, camarades cafards? Johan. Ouais, décidément, j'ai beaucoup de questions. Vas-y. Je sais que le sujet t'intéresse en ce moment. Donc, ouais, ça m'intéresse. En fait, les experts que vous avez en fait dans votre banque de données, si je peux le dire comme ça, oui. C'est des gens qui sont toujours disponibles pour travailler en continu pendant un mois, ou est-ce que vous avez aussi des personnes qui vont avoir des disponibilités plus ou moins grandes en fonction du fait, d'ailleurs, j'imagine, qu'ils sont en poste ou non? Enfin, comment ça ma question, c'est finalement… C'est un peu à double étage, ma question. La première, c'est celle-là, et puis la deuxième, c'est en règle générale, comment ça se passe? Est-ce que les gens, en fait, vont faire leurs 151 heures sur un an, sur 6 mois, sur un mois Alors, en règle générale, alors déjà, il faut, pour sécuriser un petit peu tout ça d'un point de vue réglementaire et légal, pour pas que ça soit retoqué ou retoquable en prestation de service. Donc, il y a quelques garde-fous qu'il faut prendre, hein, parce que forcément, l'État… La fiscalité n'est pas la même, enfin bon, vous voyez bien. Hein. Voilà. Bon, donc pour faire ça proprement, en fait, il faut que ça soit une présence sur une durée, alors on va dire moyenne terme, on va dire 2 ans, c'est peut-être pas 24 mois, peut-être 18 ou 28, mais bon, dans cet ordre de grandeur-là, il faut ça c'est ça. Deuxièmement, il faut en fait que quand même l'expert investisseur soit un associé actif, c'est son cas, puisqu'on veut des faisous, donc il faut qu'il ait un rôle. Alors le rôle qu'on lui a défini, c'est président du comité scientifique. S'il y a déjà un comité scientifique, il y a déjà un président, moi je sais pas, il sera coprésident, enfin bon, il aura un rôle quelque part en fait. Donc ça veut dire qu'il faut que à une certaine fréquence, ce comité scientifique se réunisse.
dans lequel il y a lui, il y a vous, il y a peut-être d'autres. Vous avez du coup peut-être profité pour faire venir d'autres experts scientifiques. Hein. Il y a pas mal de startups qui montent ça en place. Et c'est bien un comité scientifique, c'est pas un board, hein. C'est pas les mêmes organes de décision. Donc ça, c'est quelque chose qui se réunit alors à une fréquence qu'il faut définir, prédéfinir dans les statuts et définir dans le pacte d'associés, hein, qui est un des livrables qu'on fournit aussi dans le cadre de la collaboration. Donc ça peut être, je sais pas, 1 heure tous les 2 mois ou 1h30 tous les 2-3 mois pour vérifier l'avancement. Voilà. Et après, dans la contingence d'heures qui reste, il faut que vous définissiez effectivement si le volume d'heures restant, donc autour des 151 heures ou 200 heures, peu importe, quels sont les livrables qu'il peut donner, comment les répartir au mieux par rapport à la marche de ma startup. Par exemple, si je prends 2 cas, si je prends l'industrialisation, par exemple, d'un produit physique, ça va être peu d'heures au début, beaucoup d'heures à la fin de sa collaboration. Si c'est du commerce-vente, c'est peut-être très régulier. Si c'est des sujets plutôt sur consolider la conception du produit ou du service, ça peut être beaucoup d'heures au départ et peu à la fin. Ça, c'est à vous, durant la période de fiançailles, de voir quelle est la meilleure. On se met quand même d'accord sur une durée totale. C'est-à-dire, on se dit, en fait, il y a 200 heures qu'on va utiliser dans les 2 ans qui viennent. C'est ça, en gros, le contrat de départ. C'est pas une durée, vous mettez d'accord sur un événement de sortie qui vous permet de vous protéger vous et de protéger l'expert investisseur. L'événement de sortie, ça peut être une levée de fonds, ça peut être une levée de fonds plus 8 mois, ça peut être j'ai atteint un certain CA, ça peut être mon produit industrialisé, ça peut être, je sais pas, trouver un événement, alors qui normalement, dans votre plan de marche, devrait arriver par exemple sous 2 ans. Voilà, après, ça n'arrive pas sous 2 ans, mais ça veut dire que le plan de marche est un peu. Quand il y a une date avec une startup, c'est compliqué. Donc un événement. Voilà. Et quand cet événement arrive, effectivement, l'expert, normalement, il a fini ce qu'il devait faire, vous aider, et il sort. Parce qu'il c'est marqué comme ça dans le pacte d'associés. Il peut très bien rester si jamais lui a envie, vous avez envie, tout le monde a envie qu'il reste. Il peut même être, lui, investisseur en numéraire chez vous. Et voilà. Donc, vous avez défini ce fameux événement, mais vous planifiez au mieux la contingence d'heures que vous avez établie entre son entrée et sa date de sortie. Après, quand il sort, il ne relançait pas. Exactement, c'est ça le deal. D'accord, ok, d'accord. Avec l'espoir que d'accord. Ça fait, c'est mieux que ce qui, voilà, c'est pas zéro, que c'est quelque chose, que c'est mieux que ce qu'il avait vendu directement sa prestation. Sachant que nos experts investisseurs, en fait, ils ont un état d'esprit aussi extra-financier, c'est-à-dire qu'ils attendent un retour extra-financier. J'ai participé à une aventure entrepreneuriale, j'ai mis sur le marché un produit pour un futur durable, etc., etc. Voilà. C'est pas des purs financiers, sinon, voilà, on les a pas fait monter à bord. Donc, il faut quand même un événement qui permette de remesurer la valeur de l'entreprise, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais que vous décidez d'avance. En fait, voilà, l'idée, c'est de dire, on a besoin de cet expert investisseur sur un temps donné, jusqu'à un événement donné. C'est ça, en fait, en gros, le deal. Ouais, très bien. Du coup, j'ai une question, c'est sur la valeur d'achat l'achat des parts. Oui. Okay, donc, il investit en temps, il va acheter les actions, il les achète quand? Dès le début, pour qu'il puisse effectivement être associé, du coup, pouvoir fournir. D'accord. Du coup, quoi. Ce qui se passe, quelque part, il apporte son salaire de 151 heures au capital de la société. En direct, enfin, réellement, quoi. Grosso modo, en tout cas, ce qui a été négocié. Oui, je suis toujours sur un exemple là, qui est assez simple. Mettons, les heures sont valorisées 30 000 euros. Voilà. Ouais. La startup est valorisée 900 000. OK, sachant qu'elle a toujours uniquement un capital de 5 000 euros pour 5 000 actions. Donc, chaque action vaut 1 euro. Et il n'y a pas eu de levée de fonds dilutive, donc facialement, ça n'a pas changé la valeur. Mais ce qu'on dit, c'est globalement, par rapport au travail qui a déjà été fait de la startup, etc., pas par rapport à ce qu'elle va faire. Elle va faire, c'est le multiple, mais par rapport à ce qu'elle a déjà fait, tous ses travaux, tout ça, gna, enfin bon, hein, on imagine que effectivement, elle vaut déjà 900 000. Donc ça veut dire que l'expert, il va pour l'équilibre, il va prendre 3%, donc il va racheter 3% de 5 000 euros, quoi. Donc 150 euros. Donc il va acheter 150 actions à 1 euro, donc 150 euros. Mais on considère déjà que ça vaut plus que ça. Voilà. Enfin, de manière théorique, on va dire. Alors, il y a Émilie qui pose une question. Est-ce que Bruno peut nous donner un exemple concret de partenariat avec les livrables, la durée du partenariat, l'expertise de l'investisseur et la valorisation? Alors Bruno, pourquoi Bruno? Alors oui. Alors RBO, c'est mon trigramme de signature, mais non, c'est Rémi. C'est Rémi, ouais, c'est Rémi Bourges.
Oui, RBO, c'est bon. Bon, bref. Est-ce À une que époque, robot non, je disais- non, mais à une époque, en fait, j'organisais beaucoup de choses, des événements dans le sport, tout ça. Et donc, on m'appelait Rémi Bourges Organisation, pour ceux qui ont connu Thierry Sabine Ouais. Organisation ou Amaury Sport Organisation. Hein, parce que En RBO, tout cas, elle s'excuse platement. non, c'est marqué comme ça. Donc, après, donc, du coup, j'ai oublié la question. Désolé. Ouais, alors je repose la question. Est-ce que Rémi, je fais la correction en temps réel, peut nous donner un exemple concret de partenariat avec les livrables, la durée du partenariat, l'expertise de l'investisseur et la valorisation? Ouais. Alors, un exemple concret, c'était sur un logiciel lié à l'environnement, donc du numérique. L'expertise à mener, c'était la connaissance sur la partie IA, parce que, bon, il y avait pas mal de données à mélanger, de systèmes différents, et la connaissance du milieu maritime, parce que l'applicatif, c'était sur l'écosystème marin. Donc, ça, c'est un exemple de collaboration. Donc, ils ont défini effectivement des livrables liés à l'accès au marché, liés à l'usage de l'IA dans la solution. Un autre, c'est de la medtech. Donc là, c'est un dispositif médical. Donc là, ce 1, je crois, enfin, bon, il y a plusieurs cas, je ne maîtrise pas tout bien, mais bon, voilà, on casse un ou deux là. Et donc, en fait, pour la mise sur le marché, l'idée, c'est de vendre aussi côté retail, tout ça, etc., etc., etc. Elle avait besoin, en fait, d'une collaboration sur la partie réglementaire, accès au marché retail, enfin, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un exemple d'expertise également. Et puis, il y en avait un autre plutôt sur la partie, entre guillemets, bas carbone du produit développé, où il fallait s'assurer tout ça des émissions évitées, enfin, tout un sujet plutôt impact environnemental du produit ou du service pour bien vérifier que c'était bien le cas, quoi. Et juste, donc tu as répondu à la plupart des questions, mais une partie, c'était la valorisation à chaque fois. Est-ce que tu te rappelles? Chaque fois, les deals qu'on a fait, c'était autour de 2-3%. Ok. En gros, hein, il n'y a jamais eu dans les valos, il n'y a jamais eu de. Chaque fois, on discutait avec l'expert avant, on discutait avec la startup avant. Et après, lors de l'échange, il n'y a pas eu de. En fait, aussi, lorsqu'on échange les valeurs, aussi, les valorisations, ça permet de voir si l'état d'esprit collaboratif est là ou pas, quoi. Parce que si ça commence un peu à trop discutailler, ça veut dire que peut-être que les deux parties ne sont pas prêtes à collaborer finalement, quoi. Mine de rien. Voilà. Alors, Émilie, est-ce que tu poses l'autre question que tu as posée là ou... Voilà, ok. Donc, elle demande, prenons la medtech. Oui. Sper a pris combien et combien de temps a-t-il travaillé? Alors, il a pris 3 et il est en train de. Oui, ok. Ok. Après l'état d'esprit, si vous voulez, des 151 heures ou des 201, peu importe, c'est de donner un cadre au sujet. Voilà, de dire qu'on est en train de parler de milliers d'heures. Après, dans la vraie vie, quand il fera le bilan 2 ans après, déjà, est-ce qu'il sortira positivement de l'aventure? Bon, je l'espère. Hein. Est-ce qu'il aurait fait 151 heures ou 200 ou 250 ou 300? Je ne sais pas, mais quelque part, il fait partie de votre aventure. Donc, quelque part, votre succès, c'est son succès aussi. Enfin, c'est pour ça qu'on a voulu le faire comme ça aussi, quoi. Quelque part, voilà, pas avoir de la prestation un peu extérieure où finalement, bon, on est engagé, mais peut-être un peu moins que quand on est dedans, quoi, associé finalement. Voilà. Ok, elle te remercie. Yoann? Est-ce que c'est déjà arrivé que des startups viennent avec leurs experts directement? C'est-à-dire, en fait, est-ce que vous faites le travail éventuellement de porter directement cette association-là? Si j'ai déjà l'expert quelque part et que ça m'intéresse de le faire avec vous, est-ce que c'est déjà arrivé ça? Oui, alors, on y avait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas songé, mais c'est en train d'arriver, oui. C'est en train d'arriver. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on a des experts qui arrivent avec des startups. Oui. L'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'ils sont en train de discuter effectivement sur une collaboration. Cette forme de collaboration-là les intéresse, donc ils veulent qu'on les finalement. Alors, bien évidemment, on va quand même nous regarder l'expert, voir s'il correspond quand même à ce qu'on veut faire, lui faire signer la charte quand même. Et de l'autre côté, la startup, si un expert nous amène une ou des startups, on va aussi regarder si elle correspond à ce qu'on veut faire. Mais pour répondre à votre question, oui, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Ouais.
Ouais, parce que l'intérêt, c'est quand même du coup d'avoir toute l'organisation autour de cet accord finalement que vous Voilà. pouvez gérer. De faire en toute sécurité, en toute confiance, voilà. C'est avec un tiers en plus entre l'expert et la Voilà. startup. Ça permet d'avoir un regard extérieur sur la valorisation aussi finalement, ce qu'on a vu comme retour des startups, c'est quelque part, ça leur permet aussi d'avoir, parce que c'est un peu les mêmes mécanismes qu'une levée de fonds numéraire finalement, hein. On parle d'échange de trucs. Bon, c'est pas une augmentation de capital, si on reprend du capital hésitant, mais ça vous permet un petit peu de vous roder aussi là-dessus, parce que bon, voilà. Des fois, c'est vrai qu'on n'arrive pas très rodé en face de gens qui sont très rodés, donc des fois, c'est un peu compliqué. Là. Ouais, c'est intéressant. Alors, j'ai une question du coup. Je ne sais pas si tu en as parlé, Rémi, mais donc, en fait, c'est une base, enfin, c'est pas une base, mais c'est des experts donc, qui investissent en temps. Mais la structure, voilà, Ingens, merci. Elle se rémunère comment? J'en ai parlé à la fin, en fait, c'est des filles de service qui sont payées par la startup. Voilà. On a deux niveaux en fonction, en gros, du nombre d'experts, du capital, enfin, un peu de la finance qu'elle a, donc on essaie de s'adapter aussi, de faire quelque chose, mais c'est 1490 ou 2990. Voilà. Donc on a essayé de faire des prix les plus bas possibles, que l'idée c'est d'être à l'équilibre entre nos frais de fonctionnement et les rentrées, en sachant que ce qui est sûr, fixe les fees, oui. Oui. On avait imaginé, pour répondre à votre question, Émilie, dire tiens, pourquoi est-ce qu'on ne monterait pas à bord? Bon. Alors, donc, on a commencé à regarder, mettons toujours mon exemple, 30 000 euros, 900 000 euros, donc l'expert prend 3%. On s'est dit avec nos 3 000 euros, il fallait qu'on prenne 0,3%. Et bon, on est en train de faire une usine à gaz, ça ne marche pas. En faisant les premiers tests avec les premières startups il y a 2-3 ans, bon, on a dit bon, quelques milliers d'euros, ça va, ça passe. Voilà, donc, et sachant qu'on prend un risque, quand même, qui est de se dire on a fait tout un travail pour récolter 18 000 heures et on a fait tout un travail pour avoir 20-30 startups à bord qui discutent avec nos experts et finalement, à la fin, il n'y aura aucune collaboration, mais on ne pousse pas à collaborer parce qu'il il faut le sentir, donc voilà, on prend ce risque-là finalement. Voilà. Et si je reviens du coup dans le cas de la question de Johan tout à l'heure, finalement, ça revient, si jamais, oui, en fait, ça revient à des frais d'avocat pour la mise en place du pacte ou du truc, et sauf que avec un tiers en plus de confiance entre les deux. Quoi. Voilà. Et avec un expert investisseur qu'on a sélectionné, qui est prêt à prendre la l'aventure. Parce que c'est pas si facile que ça de trouver un expert quand on en veut un, et en plus qui veuille participer à l'aventure comme ça, voilà. Mais d'ailleurs, donc j'ai bien compris qu'il y a l'état d'esprit qui compte dans la sélection des experts, mais est-ce que techniquement, il y a une, je sais pas, validation quelconque? C'est le LinkedIn qui parle, les relations, on regarde et tout. Enfin, on n'est pas en capacité à juger de la medtech, du légal, de l'éducation, de la mécanique, de la chimie, de l'électronique. Voilà, mais donc c'est le LinkedIn, mais est-ce que tu contactes par exemple les gens avec qui il a déjà travaillé précédemment? Non, on n'est pas allé jusque-là. On n'est pas allé jusque-là. On n'est pas allé jusque-là. On leur demande de signer une charte de professionnalisme, d'avérer les expertises qu'ils ont, de ne pas aller proposer une expertise qu'ils n'ont pas. C'est pour ça que vraiment, on veut pas on les réduit sur l'expertise qu'ils peuvent amener. Quoi. Voilà, on dit bon, voilà, c'est plutôt sciences économiques, plutôt sciences techniques, technologiques. Voilà, on essaie de bien qualifier tout ça. Bon, après, sur le volume, voilà, on en a enlevé quelques-uns qui ne semblaient pas correspondre à ce qu'on voulait faire au niveau expertise. D'autres où l'expertise, on ne voyait pas se projeter sur comment aider un produit ou un service en développement. Par exemple, on a fait monter à bord certains DAF, mais pas tous, parce qu'il faut un DAF qui soit capable d'aider sur un produit financier et pas de faire les finances de l'entreprise, qui est deux mondes un peu différents. Voilà, donc Et l'état d'esprit qu'on a enlevé aussi, c'était des gens qui avaient un état d'esprit trop financier. Voilà, donc on leur a dit, voilà, restez sur un investissement financier, le fameux spray and pray. Nous, on est plutôt sur le focus and work. Quoi. Voilà. Focus and work. J'aime bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. J'ai une question. Est-ce que ça a déjà été corrélé à une levée de fonds, entre guillemets, classique,
du coup, on pourrait se dire, on va lever moins de fonds parce qu'on aura l'expertise plutôt que recruter par ce biais. Ou est-ce que ça pourrait l'être, ou est-ce que le processus, et notamment la partie valorisation qui est intégrée, etc., fait que c'est forcément décorrélé d'une levée de fonds? Alors, en fait, il y a plusieurs sujets. Là. Il y a plusieurs sujets. Il y a déjà on souhaite que nos experts investisseurs arrivent tôt. L'idée étant de vous aider à avoir des fondations les plus solides possibles afin d'éviter le syndrome, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un syndrome dans l'industrie, le 1, 10, 100 ou 1000. En gros, on règle le sujet au début, ça coûte 1 euro, et à la fin, ça coûte 1000 euros, mais le résultat. Donc, l'idée, voilà, c'est de vous accompagner vraiment au début, parce que donc, ça veut dire arriver assez tôt. Ensuite, le coupler avec une levée de fonds, alors pourquoi pas, mais ça peut complexifier la valeur. Qui dit levée de fonds, c'est augmentation de capital. Donc ça veut dire que là, l'expert, du coup, il va falloir qu'il amène aussi pas quelques centaines d'euros, mais quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Des fois, les investisseurs, ils attendez, c'est quoi? C'est une personne qui grimpe à bord avec 2%. Enfin voilà. Bon, donc on essaie de décorréler. Alors je parle bien de levée de fonds dilutive. Je ne parle pas de levée de fonds non dilutive, c'est que les prêts, les subventions, enfin, tout ce qu'on peut aller chercher. Hein. En sachant que l'idée aussi, finalement, pour aussi avoir une vie un peu à côté d'investisseurs aussi en euros, au début, vous voyez, quand vous avoir fait des fusions-acquisitions dans ma boîte précédemment, je ne sais pas moi qui les ai fait, mais je faisais un peu l'expert technique, un des experts techniques dans le sujet, on regarde surtout, la valeur d'une boîte, c'est 60%, c'est le capital immatériel, en moyenne. Parce qu'on voit bien si on rachète un truc qui est tout vide ou si c'est un truc qui va derrière apporter l'avenir. Et pour une start-up, le capital immatériel, c'est 90% de la valeur, quoi. Parce qu'il n'y a pas de capital financier, capital matériel, il n'y a quasiment pas. Enfin, bon, voilà. Et si vous voulez, quelque part, l'idée, ça permet aussi d'amener cette expertise, d'augmenter aussi votre valorisation de votre capital immatériel, quoi. Donc, quelque part, c'est bien aussi d'arriver un peu plus. Voilà. Il peut être avec vous lors des levées de fonds. Voilà. Ça permet, et c'est je vous donnais l'exemple d'experts qui viennent avec des startups. C'est le cas d'un expert là, qui veut venir avec une ou deux startups, justement, il veut monter à bord maintenant pour les aider à lever des fonds dans un an et demi, mais pas pour les aider à lever des fonds, mais pour les aider à consolider le produit-service pour qu'effectivement, lors de la levée de fonds, l'analyse des financiers soit un peu plus. Se fasse sur des choses un peu plus pertinentes, solides, je ne sais pas comment dire encore. Donc, je suis passé pour répondre à votre question, c'était un cas particulier. Alors, on peut avoir un cas particulier qui est, certaines d'entre vous sont lancées en EURL, par exemple, ou en SARL. Donc ça, pour lever des fonds et pour faire arriver notre expert investisseur, c'est compliqué. Donc, on peut en même temps transformer la EURL en SAS ou SASU et faire arriver l'expert. Ça, c'est possible. Voilà. Ok, non, c'est clair. Nous, l'entreprise, elle est un peu plus vieille, entre guillemets. Okay. Mais oui. Elle est plus vieille, mais en même temps, elle est dans une phase où elle doit passer un palier qui est assez conséquent et qui peut être. Voilà, pour moi, elle est à la fois plus vieille et elle reste jeune encore, parce qu'il y a ce fameux palier qui va lui permettre de démarrer. Et parce que justement, par rapport aux 2 ans, ça c'est figé ou... Non, mais pourquoi on a dit 2 ans? Bon, des fois, avec ça, il faut connaître des choses, des critères. Bon, là, on a mis 2 ans, mais par exemple, je prends l'exemple de la biotech ou de la medtech. Des fois, avant que le produit soit sur le marché, il va se passer 8, 9, 10 ans, quoi. Donc, biotech, medtech, arriver 3-4 ans après la création, c'est pas très grave. Il y a aussi des sujets qui font que il y a des personnes qui créent très tardivement. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé déjà pendant 4-5 ans sur le sujet, donc sans avoir de structure juridique finalement, et qui créent à la fin. Donc finalement, on n'arrive pas 2 ans après la création, on arrive peut-être 6 mois après la création, mais on arrive 4 ou 5 ans après le début des travaux. Donc, mais ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, dans les 2 premières années, c'est pas mal, parce que c'est quand même là où les investissements en année 1 et 2, c'est ce qui porte après l'année 4, 5, 6 et 7, quoi. Et c'est là où se joue au feu, qu'est-ce que je développe, qu'est-ce que je mets sur le marché, à quel prix, vers où, comment. Les grands principes doivent être figés là, quoi. Même si après, le fameux pivot, voilà, je ne sais pas comment on dit en anglais, mais bon, pivotage, il y en a qui pivotent tous les jours, mais bon, voilà, qui peut faire que, mais voilà, mais ça peut être 36 mois, ça peut être peu importe. Hein, okay. Oui, je disais plus vieille par rapport à ce critère des 2 ans que j'avais vu au début, mais du coup, je comprends que c'est pas figé.
Non, en moyenne, alors, bon, effectivement, bon, vous êtes dans le consortium des cafards, donc, mais en moyenne, les levées de fonds, les premières levées de fonds dilutives, les précises, là, en moyenne, c'est 24 mois. Ah, il y en a qui lèvent beaucoup plus tôt. Mistral AI, ils ont levé au bout de 8 mois, je crois, même pas un an. Il y en a d'autres qui lèvent au bout de 3-4 ans. C'est pour ça qu'on a mis le trait en 24 mois, en disant comme il faut qu'on arrive avant la première levée de fonds dilutifs, voilà, et qu'il faut qu'on arrive au début, les fondations, tout ça. Bon. Ouais, de toute façon, je pense que de toute façon, on est dans le domaine du business, donc on peut discuter, on peut négocier. Hein, et puis bon, là, c'est un fonds de PACA, donc on peut aussi discuter. Voilà. Pas trop non plus. Hein. Non, mais si tu veux, dans le cas de Dan, je pense que c'est complètement pertinent de pouvoir les accompagner au stade où ils en sont, même si la société a plusieurs années, comme c'est aussi une société industrielle, pour pouvoir lancer la machine, voilà, il faut construire une usine, et ils ne sont pas encore là. Donc, Ah, ok. Ah oui, donc. enfin, ils sont en cours. On cherche des solutions actuellement pour qu'ils construisent leur usine. Et je pense que pour moi, ça rentre complètement dans les critères, quoi. Ok. Ah, je suis en train de forcer la main, mais non, enfin voilà, c'est mon avis. Ok. Il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste dire que les gens qui pivotent tous les jours, on appelle ça des rotors, non? D'accord, les rotors. Okay. Des hélices. Bon, c'est un trait d'humour à 2 balles, mais il fait juste ça. Des girouettes, hein, tout va bien. Aussi, ah, oui. Ouais. Est-ce que vous avez des dernières questions? Ok, s'il n'y en a pas, moi je vais remercier Rémi de nous avoir présenté ce fonds, le fonds qu'il a créé, et pour l'idée aussi, parce que je pense qu'elle est très intéressante, notamment pour des typologies comme les nôtres d'entreprises, les cafards. Évidemment, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le replay que je vais mettre en ligne dans la journée certainement, et je mettrai aussi le mail de Rémi si vous voulez continuer à discuter avec lui, le contacter, etc. OK? Voilà. Et si vous voulez voir quelques-uns des témoignages, vous allez sur le site ingens.venture, donc avec des S à Ingens et Aventure, et vous verrez, voilà, il y a une foire aux questions aussi qui répond à pas mal des questions qui ont été posées aujourd'hui, mais aussi à d'autres. Voilà. N'hésitez pas. Et ravi d'avoir fait votre connaissance, et merci Serge pour ce moment. Voilà. Merci à toi de nous avoir présenté le Ingens. Merci. Je voudrais une minute. Tu m'as parlé? On m'a parlé? Ouais, Henri. Oui. Tu aurais une minute. Allez, bon appétit tout le monde. Hop.